HCFR, le podcast tech. Salut les amis, je suis Clément, bienvenue dans ce nouvel épisode d'HCFR, le podcast tech, épisode un peu spécial puisqu'aujourd'hui nous allons revenir sur l'histoire des technologies du groupe Kinepolis, donc groupe exploitant cinéma, puisque l'année dernière nous avions eu la chance de pouvoir assister à la présentation presse de la toute nouvelle salle de Kinepolis Lomme, donc qui se situe juste à côté de Lille. Salle équipée d'un tout nouveau projecteur laser Barco et du son Dolby Atmos. À cette occasion, Bob Clays, directeur recherche et développement du groupe, était venu nous présenter l'histoire technologique du groupe et nous expliquer un petit peu la conception des salles au sein du groupe Kinepolis. Donc il me semblait intéressant de vous proposer cette retranscription, surtout si vous êtes amateur de technologie liée au cinéma. Vous pouvez également retrouver l'article que nous avions à l'époque rédigé avec Hugo et DJ Dactylo sur le portail d'HCFR, article titré Laser Ultra by Kinepolis, l'alliance de l'image Barco et du son Dolby. Et puis bien sûr, vous pouvez réagir comme d'habitude sur le forum HCFR dans le topic dédié que j'indiquerai en description de ce podcast. Bonne écoute! Merci Eric pour cette introduction. Bonjour, bienvenue tous, tout le monde. Nous sommes très ravis que nous pouvons de nouveau vous montrer quelque chose de nouveau. C'est toujours fascinant de voir ce qui se passe au niveau de la technologie dans le monde du cinéma et Kinepolis. Nous avons vraiment la passion pour la technologie. Mais quand nous introduisons une nouvelle technologie, c'est toujours une fois bien de regarder où sommes-nous et d'où venons-nous. Et premièrement, vous voyez là, nous avons créé 4 de ces nouvelles salles Kinepolis Laser Ultra. Il y en a une en Espagne, Madrid, et il y en a une à Lomme, bien sûr, ici en France, et nous en avons ouvert 2 en Belgique, à Anvers et à Bruxelles. Et comme je disais, c'est peut-être un bon moment d'une fois regarder d'où venons-nous. Et en 89, nous avons ouvert un petit cinéma à Bruxelles, c'était le premier Kinepolis. C'était un complexe qui faisait une certaine impression sur les gens, c'était un record mondial, c'était le plus grand cinéma du monde à ce moment-là. Malheureusement, il a été battu quelques années plus tard par un autre Kinepolis à Madrid, qui aujourd'hui porte le nom du plus grand complexe du monde. Mais donc, quand nous avons construit ce complexe, comme je le disais, tout le monde était impressionné par l'impact. Il y avait des gens qui se demandaient, tiens, est-ce que c'était un parking avant, parce qu'il y avait des telles grandes rampes pour toute la foulée de monde. Mais non, c'était un complexe purpose-built, c'était un nouveau complexe. Et ce qui épartait à la limite le plus les gens, les vrais passionnés du cinéma, c'est ce qui nous passionne aussi, c'est l'écran. Si vous regardez dans cet écran, dans cette salle-ci, nous avons un écran de 24 mètres. Pour nous, Kinepolis, quand nous construisons une salle, c'est simple. On commence avec un papier vierge et nous mettons d'abord l'écran. L'écran, un écran cinémascope. Et pour nous, c'est crucial. L'écran, on va de mur à mur et du plafond au sol. Il faut avoir une vision complète. C'est très important pour nous. Une fois que nous avons un bon écran, nous allons tout construire autour, comme vous le voyez ici. Nous avons exagéré avec la structure des gradins pour que s'il y a un joueur de basket devant vous, que vous pouvez quand même encore profiter du film. Nous avons exagéré avec l'espace pour les jambes. Nous avons exagéré avec la grandeur des fauteuils. On a mis des doubles accoudoirs. Tout ça pour vous donner la meilleure expérience possible, le meilleur confort que possible. On a même chipoté au niveau de la ventilation de l'air chaud dans les salles. On se disait, mais zut, il ne faut pas, quand on a une telle installation sonore bonne, il faut qu'on n'entende pas la ventilation. On a exagéré avec les conduites d'eau. Les superficies sont trop grandes, comme quoi l'air rentre très doucement dans cette salle-là pour que vous n'entendez pas un déplacement de son et tout. On avait aussi déjà lié nos systèmes de billets au système de ventilation, qu'on donnait juste le nombre assez d'air fraîche pour le nombre de gens qu'il y avait dans les salles. Donc on a vraiment essayé de penser à tout.
On a énormément travaillé sur l'acoustique. L'acoustique, si je frappe dans mes mains, vous entendez qu'ici, l'acoustique dans cette salle, elle est sec, elle est neutre. C'est très important parce que dans le studio où on mixe le film, il y a exactement le même acoustique. Et grâce à cette acoustique neutre, ça nous permet de reproduire le son du film exactement comme c'est voulu par le réalisateur du film. Dans trop de salles, il y a des échos, il y a des réverbérations, ce qui fait qu'on perd la qualité des dialogues, on perd... C'est pas bon, il faut garder un bon acoustique, donc on a travaillé énormément là-dessus en traitant les plafonds, les murs et tout. Nous avons derrière l'écran 89, on avait déjà installé dans le temps les haut-parleurs qui étaient bi-amplifiés. Vous voyez 3 canaux derrière l'écran, vous voyez les subgraves. On avait notamment aussi créé le fameux mur THX derrière l'écran. Un mur qui sert, vous savez, comme les aigus du son doivent passer à travers de l'écran. Nous avons dû perforer l'écran. Mais comme tout l'écran n'est pas perforé, il y a des aigus qui retournent vers l'arrière de la salle. Et si on ne construisait pas une structure qui absorbe ça, les aigus reviendraient une deuxième fois. Donc, on a vraiment tout fait pour essayer de créer dans cette salle la meilleure expérience possible. On était d'ailleurs, en 89 aussi, parmi les seuls cinémas du monde qui, à ce moment-là, offraient des salles certifiées THX dans toutes les salles. La certification THX, à ce moment-là, était plutôt la petite série sur le gâteau. La plupart des groupes cinéma, ils installaient, ils certifiaient leurs plus grandes salles, mais les autres salles n'arrivaient pas à arriver au même standard. Mais nous, Kinépolis, toutes les salles, que ce soit une petite, que ce soit une grande, nous étions certifiés THX. En 89, bien sûr, nous n'étions pas à la technologie que nous avons aujourd'hui. 89, bien sûr, on jouait toujours les films en 35 mm, et même dans certaines de nos cabines en 70 mm, ou je dois dire 70. Merci Eric, je m'excuse pour mon français, je fais mon meilleur possible. Mais donc, le 35 mm nous a donné énormément de plaisir. C'est une technologie qui date de plus de 100 ans. Mais la technologie 35 mm avait ses défauts. Vous devez vous imaginer que là, dans la cabine, il y a une machine mécanique pleine de courroies, de poulies, qui est en train de tirer littéralement une pellicule 24 images par seconde dans ce projecteur. Ça fait le son typique du projecteur, son que parfois on regrette un peu qu'il n'y ait plus dans la cabine, mais bon, soit. Mais donc la machine, comme c'est une machine mécanique, vibre. Et vous devez vous imaginer que la pellicule ne fait que 35 mm de grandeur, donc chaque image projetée ici à cet écran de 24 mètres, on gonfle une image de 35 mm, donc le moindre vibration de la machine se traduit tout de suite dans des immenses mouvements, jitter and wave, comme on dit en anglais, sur l'écran. Il y avait bien sûr aussi le fait de la dégradation de la pellicule, chose qui était impossible de ne pas avoir. Donc le film devenait gratté, où il y avait de la poussière qui se mettait sur la pellicule. Tout ça était fortement agrandi sur l'écran. Dommage, parce que le rêve doit être... Il faut pouvoir vivre le rêve qui a lieu sur l'écran. Le son 89, donc on avait déjà tout fait pour avoir un son le mieux que possible, et on avait donc le son 5.1. 5.1 ça signifiait qu'on avait un haut-parleur donc ici à gauche, centre à droite, il y avait le subgraphe, c'est le point 1, donc 3 canaux derrière l'écran, et on avait toute une batterie de surround speakers à droite et à l'arrière droite, et toute une batterie de surround speakers à gauche, à l'arrière et à gauche. Et tous ces speakers donnaient exactement le même son. Le 5.1 permettait à un mixeur de film de créer une certaine ambiance. Par exemple, vous regardiez un train qui allait de gauche à droite sur l'écran, et bien, le mixeur pouvait mixer que le son du train commençait à gauche, le son se mixait vers le canal centre et il allait vers le canal droit. Donc on avait l'illusion d'entendre le son exactement là où
l'action se situait. Ou par exemple, si vous regardiez le film et il y avait un avion qui venait vers vous, eh bien, le son de l'avion commençait par les center channels, devenait plus fort et quand l'avion allait au-dessus de vous, le son reprenait dans les ambiances. Donc, ça nous permettait de créer déjà une espèce on était plus dans l'action. Vous voyez là un technicien Kinépolis. Là aussi, en 89, on était fort différent de beaucoup de nos collègues. Kinépolis a toujours été un groupe cinéma qui a fortement tiré la carte de technologie. Et nous avons aussi créé notre propre société de technologie. Et donc, par exemple, 89, premier Kinépolis, d'ailleurs, toutes les Kinépolis sont installées par nos propres équipes. La plupart des exploitants cinéma se font consulter par des tiers sociétés qui viennent installer la technologie et tout. Avec nous, c'est complètement différent. Nous vivons cette technologie, nous voulons la maîtriser et nous transformons aussi la technologie. En 89, quand nous installions nos projecteurs, par exemple, si c'était des Cinemecanica, eh bien, on achetait les projecteurs Cinemecanica, mais toute la câblage, toutes les parties électriques, on les faisait nous-mêmes. Toute l'installation sonore, on faisait nous-mêmes. Pour nous, c'est très important et ça nous a donné aussi, dans le temps, une position intéressante, c'est-à-dire qu'on devenait une partie intéressante pour beaucoup de fabricants de technologie cinéma. Ils voyaient qu'on maîtrisait la technologie et qu'on pouvait aussi essayer des choses et donner du feedback intéressant à ces sociétés, parce qu'on n'était pas que des exploitants de cinéma qui savent très bien faire du popcorn, vendre des billets de cinéma. On savait aussi s'il y avait un truc technologique, on savait, il y a ce problème-là, il faut faire ça, on peut améliorer ça comme ça. Donc on a créé un bon lien avec beaucoup de fabricants, et ça fait qu'on était toujours là, tout au début, quand des nouvelles technologies apparaissaient, on était là pour discuter avec eux, pour bêta-tester, et comme ça, beaucoup de cas, les clients Kinépolis étaient les premiers à pouvoir découvrir des nouvelles technologies. Nouvelles technologies, toujours avec le même but. Comment est-ce qu'on peut faire vivre ce rêve qui se joue sur ce magnifique écran le plus intense que possible? C'est ça, ça a toujours été notre but. 89, nous avons créé Kinépolis Bruxelles, mais depuis 89, la technologie a aussi fait des énormes pas en avance. Nous avons, première peut-être quand même une révolution que je trouvais très importante, c'était l'apparition du son numérique. En 89, le son était toujours imprimé sur la pellicule optique, 2 canaux optiques qui devaient décoder vers les 5 canaux. La qualité, c'était pas la gloire. Tout d'un coup, se présente sur le marché le son numérique. Plein de fabricants qui arrivent avec des technologies. L'un qui met le son numérique sur des CD, l'autre qui imprime le son entre les trous, le son numérique entre les petits sprockets, les trous de la pellicule, Sony avec son son SDDS. Tout le monde avait son propre système. Pour nous, c'était très important de ne pas attendre jusqu'il y avait un standard, mais de foncer, et on avait tous les systèmes. Donc, ici, un exemple, ce que nous on appelait les sapins de Noël, les opérateurs appelaient nos projecteurs comme ça. Vous voyez ici le projecteur 35 mm ici en dessous. Vous voyez ici toutes les différentes têtes de lecture pour le son en 70 mm magnétique, tête de lecture pour le DTS, tête de lecture pour le son de Dolby SRD, tête de lecture pour système sonore Sony. Donc c'était un peu la cata, et beaucoup d'exploitants de cinéma attendaient pour qu'il y avait un standard, un peu comme la bataille VHS Betamax. Kinépolis, non. On allait chaque fois, nouvelle technologie, il faut pouvoir offrir ça à nos clients. Le son numérique était très important parce que le son, la bande passante de fréquence devenait beaucoup plus important
ça devenait beaucoup plus impressionnant. Aussi, la séparation entre les canaux devenait beaucoup meilleure. Avant, le train que je vous expliquais, s'il y avait une sonorité qui était mixée à gauche, on l'entendait quand même toujours aussi un petit peu au centre et à droite. Avec la venue du numérique, tout ça était nickel, était parfait. Donc, je considère que la venue du son numérique était vraiment un très grand pas en avant dans le cinéma. Mais bien sûr, le pas qui a eu le plus de conséquences, c'était fin des années 90, bien sûr, l'arrivée du cinéma numérique. Cinéma numérique nous présenté par la société américaine Texas Instruments, qui tout d'un coup nous fait vivre des moments incroyables parce que nous voyons des images sur un grand écran numérique. Pour cela, ils ont créé la technologie DLP, Digital Light Processing. Et tout est basé sur une toute petite chose qui est grande à peu près comme ça. C'est une puce électronique. Texas Instruments, c'est un constructeur de puces, de chips. Et qu'est-ce qu'ils avaient construit? Ils ont construit ce qu'on appelle un micro mirror device. Ceci, c'est un chip, mais la forme que vous voyez ici, à la limite, il consiste de 2 millions de minuscules miroirs. Donc Texas Instruments a réussi à créer sur ce chip un champ de 2 millions de miroirs, et ces miroirs peuvent changer de position. Donc vous voyez ici un agrandissement de ce petit miroir, ça c'est un miroir, et ce miroir peut pivoter. Donc le chip est contrôlé par un ordinateur, et l'ordinateur peut dire, ce petit miroir-là, il doit être dans cette position-là, ou il doit être dans l'autre position. On met une faisceau, une lampe éclaire sur le petit miroir, et en conséquence de la position du miroir, ou bien la lumière passe et donc est réfléchée vers l'écran et crée un tout petit écran. Si vous regardez très bien, vous voyez qu'il y a des petits points ici. Chaque image, c'est un pixel, et donc chaque miroir pouvait ou bien refléter l'image, un pixel blanc, ou bien ne pas montrer l'image, pixel noir. Et les miroirs pouvaient aussi osciller à une certaine vitesse. Et comme ça, on peut créer une valeur de gris. Donc, tout d'un coup, on pouvait, sur 2 millions de pixels, créer des images en noir et blanc. Et qu'est-ce qui se passe maintenant dans ces fameux projecteurs numériques? Eh bien, nous avons une source de lumière qui crée une lumière blanche, très intense. La lumière blanche est introduite dans un prisme. Vous connaissez tous ce qu'un prisme fait. Un prisme va, je m'excuse pour mon français, le prisme va sortir les couleurs dans les 3 couleurs primaires. Et on va avoir 3 beams, on va avoir du rouge, du vert et du bleu. Et c'est avec ces 3 beams-là qui sont projetés sur 3 sets de ces chips. Il y a 3 de ces chips dans le projecteur. Comme ça, on peut créer un nombre de millions de couleurs, on peut créer toute cette image. Donc, toute cette image-ci est créée parce qu'il y a 3 chips dans ce projecteur-là qui créent cette image pixel par pixel. Donc, en 1999, nous étions vraiment fous furieux quand on entendait que toute cette technologie était en développement, et Texas Instruments avait construit 30 prototypes. C'était des cross-machines, 30 prototypes, et bien sûr, on devait en avoir, et Kinepolis a su tout de suite acquérir 2 de ces 30 projecteurs. Il y en avait un à Kinepolis Bruxelles, et il y en avait un à Kinepolis Madrid. Donc on était très heureux que nos clients étaient parmi les premiers dans le monde entier de pouvoir découvrir l'image numérique. Les avantages de l'image numérique, je ne dois pas vous les expliquer. Au lieu que le film arrive sur une pellicule qui se détruit tout doucement en la remontant de plus et plus, ici le film arrive sur un disque dur, et qu'on le voit la première fois ou qu'on le voit pour le 1000e fois, la qualité est toujours exactement la même. Aussi, comme ce n'est plus une machine mécanique, mais une machine électronique, nous avons enfin la stabilité de l'image. Cette image
n'est pas en train de vibrer, c'est beaucoup plus relaxant. Donc de nouveau, vivre le rêve devenait beaucoup plus agréable. Plus tard, il y avait une nouvelle révolution qui s'annonçait, qui était bien sûr la 3D. Mais la 3D, on l'avait déjà connue dans le passé. Tout le monde se souvient des petites lunettes en carton avec le plastique noir, bleu et le plastique rouge. Et on mettait ces lunettes dans le cinéma déjà dans les années 30 et 50 et aussi une deuxième vague dans les années 70. Et tout de suite, les monstres sortaient de l'écran. C'était magnifique. Les salles pleines, tout le monde enthousiaste. Il y avait un petit problème. Ça n'a pas duré longtemps parce que tout le monde avait tellement mal à la tête. Qu'est-ce qui se passait? Et peut-être, pour vous expliquer ça, je dois quand même expliquer en bref comment le 3D fonctionne. Quand on regarde avec nos yeux, nous avons deux yeux. Il y a à peu près 6 cm de distance entre nos deux yeux. Ça fait que l'œil droit ne voit pas la même chose que l'œil gauche. Si je regarde à mon doigt, et je vois de loin à mon doigt, l'image de mon œil droit est pratiquement le même que celui du gauche. Par contre, si je fais approcher mon doigt vers mes yeux, non pas seulement je vais avoir un air très ridicule parce que je regarde comme ça, mais je vois aussi que l'image droite est fort différente de l'image gauche. Nous avons toujours été éduqués comme petits enfants et tout. Nos cerveaux reçoivent l'information des deux yeux et notre cerveau sait quelle est la différence entre les deux images et sait, ce doigt, il est complètement différent de l'image droite que gauche, ça doit être très proche. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Le cinéma fonctionne de la même façon, le cinéma 3D. On a utilisé 2 caméras avec la même distance. On filme des images. Je parle maintenant du 3D filmé. Il y a bien sûr aussi le 3D fait par ordinateur, mais pour le garder simple, je parle maintenant du processus classique. On filme avec 2 caméras. On a une image gauche, on a une image droite. Et qu'est-ce qu'on fait? On met les 2 images de l'œil gauche, de la caméra gauche et de l'œil droite, la caméra droite, en même temps sur l'écran. Ça résulte dans le chaos complet. Vous ne savez, c'est très flou, c'est pas amusant. Mais alors, là vient le grand miracle du 3D, on va filtrer. Vous mettez les petites lunettes. Et que font les petites lunettes? Les lunettes, les verres sont différents du gauche et droite. Et ils font en sorte que l'œil droit voit uniquement l'image qui sert à l'œil droit, qui est projetée sur l'écran. Vous ne voyez pas l'image de l'autre côté. Et vice-versa. Et comme ça, nous imitons ce qui se passe dans la réalité. Mais je disais, au passé, il y avait beaucoup de mal à la tête. Qu'est-ce qui se passait? Premièrement, les méthodes de projection n'étaient pas encore adéquates. On travaillait avec 2 projecteurs 35 mm ou une image coupée en 2 35 mm. Mais le projecteur vibrait, l'image était abîmée, donc l'illusion n'était pas très bonne. Mais surtout, les technologies de filtrage des 2 yeux ne fonctionnaient pas encore bien, ce qui faisait que l'œil gauche voyait quand même un petit peu de ce qui était prévu pour l'œil droit et vice-versa. Le cerveau, il est perdu mal à la tête. Donc, avec l'introduction de la projection numérique, nous étions très heureux qu'on a vu réapparaître le 3D, les technologies de filtrage ont énormément amélioré, ce qui fait qu'enfin, on peut montrer à nos clients du 3D comme ça doit être. Dernière technologie que je vais vous vite récapituler, c'est, vous voyez là une image du Hobbit, le premier film du Hobbit, c'est la high frame rate. Ça aussi, c'est quand même important de savoir ce que c'est. Nous l'avons aussi introduit quand nous avons lancé The Hobbit 1. Nous avons toujours montré des films en 24 images par seconde. À la limite, ce que nous regardons là sur l'image, ce n'est pas du mouvement, c'est l'illusion du mouvement. Il n'y a rien qui bouge là sur l'écran. On vous montre des photos, une photo après l'autre. C'est des images qui sont stabiles, ça ne bouge pas. Mais
comme nous les montrons 24 fois par seconde, vous croyez qu'il y a un mouvement sur l'écran. Pourquoi 24 images par seconde? Il y a 100 ans, quand on faisait les premiers expériments pour créer l'illusion du mouvement, ces ingénieurs ont fait beaucoup d'essais pour voir, combien d'images est-ce qu'on doit montrer pour qu'on croie, pour que l'illusion est complète, qu'il y a du mouvement. Et tout de suite, fort vite, on a trouvé 24 images par seconde donnent l'impression du mouvement continu. Si on mettait moins, ça commençait à avoir un effet plutôt stroboscopique et on ne le croyait plus. Si on mettait plus, la qualité était meilleure, mais la copie coûte de l'argent, la print devient plus grand et tout. Donc, ils se sont dit, c'est le meilleur compromis, c'est les 24 images par seconde. Le 24 images par seconde, nous l'avons toujours connu comme ça. C'est le langage du film. Nous avons toutes les gens qui font du film, ils montrent ce qu'ils veulent montrer à 24 images par seconde. Mais il y a des défauts. Mais ces défauts, on vit avec. C'est le langage du film. Mais certains réalisateurs veulent mettre un pas plus loin. Parce qu'ils considéraient que le 24 images par seconde a trop de défauts. Peut-être que vous vous dites, c'est quoi les défauts? Eh bien, les défauts, par exemple, parce que vous dites, il faut faire attention. Si la caméra fait un pan d'une image, eh bien, toute l'image est floue. C'est plus en focus. Si moi, je regarde avec ma tête comme ça, tout reste parfaitement en focus. Ce n'est pas le cas avec une caméra. On est habitué à ça. Si, par exemple, on prendrait image par image d'un objet qui bouge sur une pellicule, image par image, on verrait qu'on n'a pas une photo qui est hyper nette. Non, l'image qui bouge est floue. C'est un des contraintes de montrer un film à 24 images par seconde. Mais encore une fois, nous sommes tous habitués à ça. C'est le langage du cinéma. Mais certains réalisateurs veulent mettre un pas plus loin. Un Peter Jackson de Hobbit, mais aussi un James Cameron qui prépare le nouveau Avatar. Ils veulent aller plus loin. Ils veulent montrer des images à une vitesse plus grande. Ils veulent aller à 48 frames per second. Pourquoi? Parce que l'image est plus réaliste. Est-ce que vous aimez ça? On laisse à vous. Kinépolis ne juge pas, mais il y a une technologie qui existe, une nouvelle technologie. On veut la voir, on veut pouvoir montrer à nos clients. Donc, on a équipé certaines de nos salles en high frame rate et on laisse le choix auprès de nos clients. Ils peuvent choisir de voir le Hobbit en 24 images par seconde, filmique, ou le hyper-réalisme du 48 images par seconde. C'est un choix, et c'est un choix important parce qu'il ne faut pas oublier que la nouvelle génération, les jeunes aujourd'hui, nous on a l'habitude, 24 images par seconde, parfait, c'est beau, c'est filmique. Mais les jeunes, ils jouent sur les jeux vidéo, ils ont 3 moniteurs à côté d'eux, ils regardent à des frame rates beaucoup plus élevés que ce que nous, on voit sur l'écran. Donc, eux, ils s'habituent déjà à cette nouvelle hyper-réalisme de leurs jeux vidéo. Donc, il faut aussi donner la possibilité à eux de voir, de découvrir cette technologie dans le cinéma. Donc, Kinépolis a aussi introduit le high frame rate. Son numérique, images numériques, j'ai parlé du 3D, j'ai parlé du high frame rate, et aujourd'hui on vous montre laser ultra, et cette fois-ci nous avons 2 choses à ajouter sur la totalité. Et peut-être, avant que je vous montre des choses, peut-être je vous montre un petit peu, mais qu'est-ce qu'il y a là en haut dans la cabine? Vous aurez tantôt, je crois dans des petits groupes, je regarde Eric, la possibilité d'aller visiter la cabine et de le voir avec vos propres yeux. Mais nous allons une fois, nous vivons dans un monde numérique, donc on n'a qu'à allumer une caméra dans la cabine et nous pouvons voir ce qui se trouve dans la cabine
Si bien sûr mon caméraman allume la caméra. Yo, veux-tu bien allumer la caméra, merci. Voilà, voilà. Vous voyez là ce qui se trouve dans la cabine. Donc, premièrement, il y a ici un mixeur vidéo. Il y a mon ordinateur sur lequel je vous montre ma présentation PowerPoint. Il y a un autre ordinateur qui fait le bord ici autour de l'image. Et vous avez ici le projecteur Barco 2K DLP 3 chips avec une lampe Xenon classique traditionnelle. Il n'y a rien qui se passe. Et ici, vous voyez le rack sonore Atmos, mais sur ça, je viens plus tard. Et si maintenant, on va tourner la caméra, Yo, tu veux bien tourner la caméra? Merci. Nous voyons une machine qui est un peu plus grande. Et nous voyons aussi Anne-Sophie, la théâtre manager de Kinépolis Lom. Bonjour Anne-Sophie. Je ne sais pas si tu es... Oui, voilà, bonjour. Voilà, et vous voyez ici donc le nouveau projecteur. Vous voyez ici les groupes de froid à côté de Anne-Sophie. Vous avez les conduites pour apporter la liquide qui a été refroidi vers le projecteur. Et nous avons ici une machine qui est une première mondiale. C'est la première installation d'un projecteur laser fixe dans une salle de cinéma. Et oui, je dis bien laser, parce que la lumière n'est plus créée par un xénon, mais avec des lasers. Je m'explique. Yo, on peut retourner à la présentation? Voilà, voilà. Donc, la machine que je vous ai montrée là, qui est une première mondiale, elle est différente de l'autre projecteur qui était à côté. D'ailleurs, donc, la présentation que nous regardons ici, ce n'est pas le projecteur laser, c'est le projecteur classique en xénon. Donc, tous nos projecteurs, jusqu'à présent, contenaient ceci, c'est une ampoule xénon. Donc, c'est une ampoule qui contient sous pression le gaz xénon. Nous mettons beaucoup de tension, de grand ampérage de courant. Là-dessus, nous mettons une étincelle de haute tension et boum, le gaz xénon s'allume et donne une lumière très très blanche. Je vous ai expliqué que cette lumière ensuite est mise sur le prisme et va vers les chips DLP. Qu'est-ce qui est nouveau avec le nouveau projecteur? Il n'y a plus de lampe xénon, mais il y a plusieurs tubes laser. Il y a plusieurs tubes rouges en laser, il y a plusieurs tubes verts de laser et plusieurs tubes bleus de laser. Tous les rayons laser sont mis ensemble sur un faisceau qui est très très concentré et qui a un très grand nombre de lumières et donc part ensuite sur la même façon qu'avec les xénons dans le prisme et va sur les 3 chips DLP. Ici, vous voyez donc la projecteur, la tête de projection. C'est donc un projecteur qui a été conçu par la société belge Barco, constructeur de projecteurs, un des plus importants constructeurs de projecteurs cinéma dans le monde. Et donc, c'est une première mondiale qu'ils sont installés pour la première fois fixe dans une salle de cinéma. Et pourquoi laser? Ben, il y a beaucoup d'avantages. Premièrement, il nous fallait plus de lumière. C'était crucial. Les écrans de cinéma deviennent de plus en plus grands. Et c'est important. Nous devons continuer à nous éloigner de ce qui se passe dans les salles de cinéma. Ce qui se passe chez soi. Chez soi, si vous avez un grand écran, vous avez un 50 pouces, ben, ça fait un écran d'à peu près 1 ou 2 mètres. Ici, nous avons un écran de 24 mètres. Mais pour pouvoir l'éclairer de façon adéquate, il nous faut énormément de lumière. Surtout si nous montrons des images en 3D. Parce que quand vous mettez des lunettes, vous mettez comme des lunettes de soleil, encore une fois, on perd de la lumière. Donc, c'est très important qu'on obtenait d'avoir plus de lumière. Avec les lasers, comme la lumière est tellement puissante, nous pouvons aller de 2 à 3 fois la lumière qu'on pouvait obtenir
avec du xénon. On était vraiment au plafond de ce qu'on pouvait obtenir avec le laser. Dans cette salle-ci, le projecteur qui tourne là maintenant a la lampe le plus puissante en xénon sur le marché. C'est une lampe de 6 kW et demi, donc 6500 watts. On ne pouvait pas aller plus fort parce que sinon on avait trop ça chauffe trop et tout. Donc avec le laser, on peut obtenir beaucoup plus d'intensité de lumière. Mais ça ne s'arrête pas. L'éclairage est aussi beaucoup plus uniforme au niveau de tout l'écran. On arrive à mieux répartir la lumière sur tout l'écran. Le contraste devient beaucoup plus important. Et ça, c'est une bonne chose. Les blancs deviennent beaucoup plus blancs et les noirs sont beaucoup plus noirs. Nous avons un color gamut qui est beaucoup plus large. Donc, on peut générer plus de couleurs que ce qu'on peut actuellement avec les projecteurs xénon. Aujourd'hui, on est toujours dans les specs du DCI, le Digital Cinema Initiative, mais le projecteur peut aller encore un peu plus grand que ça. Donc, dans peu de temps, on peut absolument avoir aussi des films qui contiennent encore plus de couleurs. Il y a aussi le fait qu'il ne faut plus changer l'ampoule. Bon, vous pouvez peut-être dire, bon, moi qui regarde le cinéma, qu'est-ce que je m'en fiche qu'il faut changer une lampe dans la cabine? Si, vous devez être préoccupé par cela, parce que quand on met une lampe xénon, par exemple la lampe 6 kg et demi, nous mettons une lampe dans le projecteur, cette lampe, elle dure 500 heures et c'est fini. Et le désavantage est très très vite, elle va déjà perdre son intensité de lumière. Donc c'est pas comme quoi on met une lampe et dès le moment qu'elle claque, on a toujours une belle lumière. Non, c'est pas le cas. Très très vite, l'intensité de la lampe, elle diminue. Elle va aussi commencer à pomper un petit peu clignoter. Donc là aussi, le laser donne une lumière. Il ne faut plus changer la lampe pendant très longtemps. Et la lumière laser reste beaucoup plus longtemps au même niveau. Donc c'est aussi un très grand avantage. Pour les écologistes d'entre vous, on peut aussi créer plus d'intensité de lumière avec le même courant. Donc, higher efficiency, c'est aussi une bonne chose du laser. Le projecteur, laser est en 4K, pas en 2K. Ça signifie qu'au lieu d'avoir 2 millions de miroirs, il y en a 8,8 millions de petits miroirs. Donc on a beaucoup plus de résolution, on a plus de détails. Voilà, je vous invite à voir le film. Hello and welcome in this Kinepolis Laser Ultra Theater. You are sitting in what is without any doubt one of the most sophisticated state-of-the-art cinema theaters on the planet. Kinepolis Theaters already brought you digital projection, 4K, Dolby 3D, and HFR. But now, only in Kinepolis Laser Ultra Theaters, and as a world premiere, we've combined two revolutionary cinema technology breakthroughs. First, for immersive sound, we've equipped this theater with a Dolby Atmos sound system. Sound now comes from all directions, including overhead, to create an immersive experience with astonishing clarity, richness, detail, and depth. For a groundbreaking image quality, we've installed a world's first, a Barco Digital 4K laser projection system. This new technology results in an abundance of light, giving you natural colors, no more lamp flicker, better uniformity, superior contrast ratio for brighter whites and darker blacks, and a 3D experience as never before on a huge screen. With the introduction of Kinepolis Laser Ultra, we're setting new standards for picture and sound quality in the cinema. So sit back, relax, and enjoy your movie. Comme on l'a dit dans la fin du clip de publicité pour Kinepolis Laser Ultra, ça ne s'arrête pas,
au niveau du projecteur laser, nous avons aussi équipé cette salle avec une installation Dolby Atmos. Dolby Atmos n'est pas nouveau, ce n'est pas une première mondiale, mais c'est une première mondiale que c'est la première fois qu'on combine un projecteur laser avec une installation de sonore immersif. Peut-être, je vais vous expliquer Atmos, mais peut-être je vais commencer d'abord à dire qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près déjà 800 salles dans le monde entier qui ont été équipées en Atmos. Il y a 200 titres de films qui ont été sortis en Dolby Atmos parce que, oui, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, ce n'est pas une installation qui sert pour montrer des films classiques, c'est vraiment fait pour utiliser avec des films qui sont mixés en Atmos. Et il y a aujourd'hui déjà une centaine de studios d'enregistrement, de mixage qui peuvent mixer en Atmos. Qu'est-ce que c'est Atmos? Je vous ai expliqué tantôt que jusqu'à présent, on a toujours travaillé en 5.1 ou 7.1. Il y avait ces canaux et le mixeur pouvait envoyer son son vers un de ces canaux. Les réalisateurs de films et surtout les mixeurs de films étaient frustrés qu'ils n'arrivaient pas, ils arrivaient à faire venir des monstres dans la salle en 3D et tout, mais ils n'y arrivaient pas à vraiment à localiser des sons à des endroits très spécifiques dans la salle. Parce que, ok, il y avait les surrounds sur les côtés et à l'arrière, mais ils donnaient tous le même son. Donc, ils ont dit leur frustration à Dolby. Dolby a travaillé là-dessus et ils ont créé tout à fait un autre style de travailler. Ils ont d'abord changé le studio de mixage en mettant beaucoup plus d'autres parleurs et nous on a fait la même chose. Donc ici dans cette salle, si vous regardez, il y a beaucoup plus d'autres parleurs maintenant au mur. C'est des autres parleurs full range, mais il y en a aussi maintenant sur le plafond. C'est peut-être un peu difficile à voir, mais il y en a partout au plafond. En totalité, ici, nous avons maintenant dans cette salle presque 60 canaux audio que nous pouvons adresser séparément. Qu'est-ce qu'un mixeur fait dans le studio de mixage? Il fait un mixage object au lieu de channel mixing. Il va prendre chaque sonorité qu'il veut faire écouter dans son film et il va la placer dans l'espace 3D. Il va attribuer des coordinats X, Y, Z pour chaque sonorité. Il y a un petit oiseau qui va vers là, et bien, il peut faire aller le son de l'oiseau exactement là où il veut. C'est donc une autre façon de mixer et le résultat, bien sûr, est un son beaucoup plus immersif. Je peux en parler longtemps, mais comme avec les images, c'est mieux d'écouter un démo. Nous allons vous montrer un démo de Atmos. Voilà, je crois qu'ici je vais terminer ma présentation et je vais... Non, je vais d'abord, Eric, je dois d'abord dire une frustration de ma part. Normalement, j'allais maintenant vous montrer une image superbe du The Hobbit, une petite partie du The Hobbit en 3D, parce que c'est là vraiment où le projecteur laser donne à fond. Hélas, les clés de protection du Hobbit sont seulement libres à partir de 13 heures, donc, mais vous êtes tous invités à venir voir le film parce que là, vraiment, le laser donne son plus grand effet. Encore une information, l'image laser que vous avez vue, le projecteur laser
tourne actuellement à 35% de sa puissance. Donc nous avons une abondance de lumière. Il tourne à 35%. Voilà, et avec ceci, je remets la parole à Eric. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Claude. Une chose que vous me disiez également, c'est que le projecteur est à l'aube de la technologie, qu'il va nous permettre, quand les réalisateurs, les mixeurs nous apporteront d'autres technologies, de pouvoir explorer la création, la créativité des artistes qui font les films. Oui, très bonne remarque. Effectivement, c'est le premier projecteur laser. Il nous manquait de la lumière. Je suis sûr que cette technologie va permettre encore d'autres choses dans le futur, mais il nous fallait de la lumière. Et avec Xenon, on était au plafond. Donc on est très heureux que nous pouvons avoir aujourd'hui utilisé cette technologie grâce à Barco. Voilà, nous sommes à votre écoute. Bonjour, je voulais savoir si c'était la fin des VPF qui vous avait permis d'investir en fait dans le nouvel équipement. Non, ce sont deux histoires totalement déconnectées. Le VPF, la philosophie, la politique fondamentale du VPF, elle est de venir financer une économie réalisée par la production et la distribution à la faveur d'un investissement consenti par la salle de cinéma. Et que, au-delà d'un terme au cours duquel l'investissement est amorti, les deux parties se retrouvent à avoir une contribution équilibrée sur cet investissement. Donc, du point de vue financier, ça n'a vraiment rien à voir par rapport notre investissement par rapport à notre investissement au niveau du numérique. Quelles conséquences ça aura sur le prix du billet pour cette salle-ci précisément ? Pour cette salle-ci, il y a une majoration de 2 € pour le laser ultra. On propose le choix, Bob le disait tout à l'heure, on n'impose pas la technologie. Comme on proposait une version 35 mm et une version numérique à l'époque où le numérique était au tout début de ses jours, nous proposerons à notre public toutes les versions disponibles en 2D, en 3D numérique traditionnel et en laser ultra. Donc ceux qui souhaitent vivre cette expérience pourront le choisir, et ceux qui ne sont pas intéressés ont la possibilité de voir le film dans une autre technologie. 3D dans cette salle, il y a deux majorations en fait. La majoration 3D, la majoration ultra, oui, tout à fait. Si vous avez des questions très spécifiques, techniques, c'est possible parce que nous avons dans la salle des représentants de la société Barco et de Dolby Atmos. Donc ils veulent bien, mais peut-être que les gens de Barco et de Dolby Atmos peuvent venir nous rejoindre ici, comme ça on peut passer le micro, ça parle peut-être un peu plus facilement. Oui, il y a une question là-haut. En début de présentation, vous avez dit que le plus important était la toile. Est-ce que justement vous avez adapté cette toile pour la projection laser ? Non, mais nous avons dû utiliser ici une toile qui est spéciale pour le 3D parce qu'on utilise du master image ici. Mais le projecteur, si on utilise du 3D Dolby, on peut travailler avec un écran normal. Et je dois dire, c'est encore quelque chose qui, pour nous, est sous étude. Si nous allons aller dans le futur avec le 3D Dolby, avec une étoile blanche normale, ou le 3D Master Image qui nécessite un écran spécial. Ceci, c'est un écran spécial. Toujours pour le Dolby en micro-perforé ? Ou bien vous êtes passé sur des toiles tissées ? C'est perforé. Est-ce que vous êtes sûr que le public est intéressé finalement ? On a bien vu qu'avec la 3D, si la qualité artistique n'est pas au rendez-vous, ça ne sert à rien d'avoir des équipements 3D. Tout à fait. La 3D, l'intérêt du public pour la 3D, c'est l'histoire qu'on raconte
et la 3D qui se met au service de l'histoire qu'on raconte. Je vais vous prendre un seul exemple. Le film qui a révolutionné la perception de la 3D, c'est Avatar. Si vous le regardez déconnecté de l'histoire et juste avec un œil froid, technique, il y a plein de scènes qui ne sont pas, pour lesquelles la 3D n'est pas spectaculaire. La 3D était là quand elle ajoutait quelque chose de supplémentaire à l'histoire. Et tout le monde convient de dire que la 3D d'Avatar est exceptionnelle. Donc oui, pour répondre à votre question, et on le voit, on le note aujourd'hui tous les jours, c'est la raison pour laquelle on donne la parole à nos spectateurs. Et quand on fait une avant-première d'un film en 3D, on leur demande de dire s'ils conseilleraient à d'autres de voir ce film en 3D, et si plus de 50% des spectateurs le conseillent, et c'est une notation assez forte, puisqu'on prend ceux qui votent 9 et 10, et on enlève tous ceux qui votent en dessous de 6. Donc quand on a 50% de gens qui le conseillent avec cette façon de décompter les votes, entre guillemets, on a une vraie recommandation de nos spectateurs. Et quand on atteint ce score, le film a le label 3D du spectateur. Donc ce qu'on ressent, ce qu'on suit tous les jours, c'est que effectivement nos spectateurs sont sensibles à comment la 3D intervient dans l'histoire, dans le fait de raconter une histoire. Et quand il y a cette alchimie qui se crée, la 3D fonctionne très 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 bien. Ce qui nous manquait, et ce qui pouvait être frustrant à la fois pour répondre à la demande de nos spectateurs, et aussi pour le spectacle, parce que c'est une chose de voir de la 3D dans une salle de 200 places, et c'est une chose de le voir avec un écran de 24 mètres de base au milieu de 700 autres personnes. Le laser, aujourd'hui, nous permet d'offrir la qualité ultra sur la 3D dans une salle grand spectacle de 700 places avec un écran 24 mètres de base et une luminosité qui fait toute la différence. Donc ça veut dire que la salle de cinéma a toujours un avenir. Je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui si on ne le croyait pas. Évidemment, mais vous l'avez dit vous-même, les jeunes, les écrans, les nouveaux usages, l'argent. Une manière de poser la question différemment, comment appréhendez-vous en fait la concurrence qui est faite par les systèmes home cinéma qui sont de plus en plus perfectionnés chez le particulier ? Je pense que Bob répondait à la question tout à l'heure. Il faut faire une différence par rapport à la technologie. Donc le 2K, le son Atmos, mais dans notre salon, si vous êtes un peu à la pointe du savoir et de la technologie, et si vous avez la possibilité d'installer votre salon de cette manière, mais très franchement, rien ne remplacera jamais le fait d'être au milieu de cette salle, au milieu de 700 inconnus, avec quelqu'un qui nous est proche, et de vivre une histoire sur 24 mètres de base, parce que même si vous avez le château de Versailles, vous n'aurez jamais un écran comme ça, et vous n'aurez jamais 64 enceintes dans la salle, et vous vibrerez jamais de la même façon. Donc oui, il y a un avenir dans le cinéma, on y croit plus que tout à Kinépolis, et c'est pour ça qu'on fait ce pari, et ces nuits blanches, d'installer de nouvelles technologies et d'essayer de faire découvrir une autre façon de vivre le cinéma, sans renier absolument les autres, en continuant de proposer les autres, en étant aussi exigeant sur les autres. Est-ce qu'il faut des films tournés exprès avec des caméras spécifiques ? Pour l'image, non. Après, pour le HFR, exactement. Pour l'image, non. Pour le son, oui, il faut un mixage particulier. Je vais peut-être passer après au technicien la parole. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, on est juste au début de la technologie. Je pense que les réalisateurs vont trouver une autre façon de raconter l'histoire en utilisant cette technologie. I don't speak French. I'm sorry. So I will speak in English, and if you need translating,
Mariki will translate. So to enjoy the full color gamut of the laser projector, you need to capture with the camera your movie in white color gamut. Today this is not happening yet, but there are experiments, and I think in the future the color gamut, all the colors of the movies will also be expanded to much more than they are today. And in this case, this laser projector is ready to show the widest color gamut that cameras can capture today. There are standards in the making, recommendation 2020 and so on, and this laser projector is ready to show that. Je vais essayer de traduire le plus fidèlement possible, corrigez-moi. Aujourd'hui, les caméras ne permettent pas de capturer toutes les spécificités de la colorimétrie. Mais le projecteur que nous avons aujourd'hui... Ils peuvent bien, ils le peuvent, mais ils ne sont pas paramétrisés pour le faire, parce qu'il n'y avait pas de sens, parce qu'on ne pouvait pas encore reproduire ces images. Maintenant que nous pouvons les reproduire, c'est sûr qu'à terme, ils vont commencer à filmer avec des color gamut beaucoup plus larges, quoi. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour le HFR, c'est une vitesse donc, de 48 images par seconde. Donc il faut, pour bénéficier de la projection HFR, il faut bien sûr qu'au moment du tournage, on tourne à 48 images par seconde. Ouais. Voilà. Quelle est la proportion des films qu'on a justement en HFR par rapport à... Il y a deux réalisateurs qui explorent le HFR, Peter Jackson et James Cameron. Donc les 3 Hobbits sont tournés en HFR, 48 images par seconde, et James Cameron est en 60 images par seconde sur Avatar, si je me trompe. Mais j'ai appris par un blog récemment que James Cameron va quand même aussi pour le 48 frames par seconde et pas le 60, parce qu'ils ont trop de difficultés pour après... pour faire le release du Blu-ray et tout ça, c'est trop complexe. Et ils disent quand même que la qualité du 48 est déjà tellement bonne que ça suffit. Voilà. Est-ce que tous les problèmes de sécurité fondés ou pas par rapport au laser ont été résolus et si oui, par quel procédé de sécurité, je veux dire, du spectateur qui regarderait le faisceau. Peut-être oui, les gens de parcours. Hein. The security measures. Je le fixe pour l'instant, je garde la vue. What we did for the security measures. So there are international regulations on how to protect the audience and people working from laser radiation. Now the first thing you need to know is that there is no laser radiation coming from this projector. It's just light. If you stand there and watch it at the projector, it's not more dangerous than watching a lamp projector. So that part is the same, okay? But still the regulations are there in place. So it means that you have to protect the people from coming too close to the projector. And this is what you see at the back. Kinepolis has made a block around the dangerous area, which is too bright for people to watch. Same thing happens with xenon. For xenon, we don't make any block like this, but the international regulation still has to be adopted. Second thing is to protect engineers, people that come close to the projector, looking directly into the lens. And Kinepolis has here made like small doors around the projector to make sure that there is no unauthorized access to the projection lens. So once this is done, then there is no legal obstruction to implement and play the projector in the cinema. En résumé, il n'y a pas de radiation du laser qui nous parvienne dans cette salle, et le fait de regarder la lumière, c'est juste la lumière n'est pas plus dangereuse en regardant la lumière issue de projecteurs laser qu'issue d'une ampoule xénon. Au demeurant, il y a une législation et qu'il faut respecter.
Donc là, on a créé une zone de sécurité pour les spectateurs juste à l'abord de la cabine de projection, qui est uniquement liée à la réglementation. Ça serait la même perception que de fixer le soleil ou de fixer une lampe de xénon. Et pour protéger les opérateurs, il y a également, voilà, ici un bloc de non-accès qui a été ajouté. Il y a aussi, au niveau de la classe du laser, le cœur du laser, effectivement, dans une classe, je ne maîtrise pas, c'est la classe 4, je crois, mais à partir de la lumière, du moment où la lumière sort, tout ce qui est à l'abord du projecteur est en classe 2, qui ne présente aucun danger pour les humains, pour les animaux. Le problème thermique sur le type DLP. Attends, je vais devoir poser une question. Oui, ce qui est intéressant dans le fait d'avoir un projecteur qui permette une diffusion 4K 60 fps, au-delà du fait de diffuser du HFR, c'est de pouvoir diffuser des événements live à cette fréquence-là, puisque la télévision utilise ce type de fréquence. Et comme vous mettez de plus en plus l'accent sur l'opéra, les événements sportifs, etc., ça a aussi un intérêt pour ça, au-delà du fait qu'il n'existe pour l'instant que peu de films en HFR, j'imagine. Sur certains, à terme, des émissions qui maintenant sont diffusées en du HD normal vont être peut-être émis en 4K avec des higher frame rates. C'est là, c'est possible maintenant. Ce n'est qu'à imaginer comment on veut faire. Et il faut que le bandwidth y soit. Mais j'y crois énormément quand on voit le résultat stupéfiant de l'opéra au cinéma en ce moment. C'est sûr que là, la technologie va innover aussi et qu'on va voir encore des spectacles beaucoup plus impressionnants de ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Mais nous avons d'ailleurs effectivement un projet de retransmission de spectacles en début d'année. Je vais quand même devoir contrôler avec ma collègue Inge le projet Lady Gaga. C'était aussi un premier européen. C'est aussi quelque chose pareil, de nouveau et tout à fait différent. Mais c'est un concert live, ça s'appelle Cheek to Cheek. C'est enregistré à Bruxelles. C'est Tony Bennett et Lady Gaga sur le vieil marché de Bruxelles. Tout à fait, avec des red caméras. Oui, avec Red Camera. Et ça va sûrement être diffusé dans nos complexes aussi. D'accord. C'est un peu tôt pour vous répondre. Si je me replace en 2004, quand on a présenté, enfin en 1989, quand il y avait le prototype que Bob vous a montré tout à l'heure à l'écran, ou en 2004, quand le premier projecteur 2K, qui est devenu la norme dans le monde, a été installé ici à l'Homme, le développement a été assez rapide au préalable, à partir de ce moment-là. Donc oui, nous prévoyons un développement, vous en donnez le pas, mais c'est un tout petit peu tôt pour nous. Et concernant l'Atmos, par contre, dans les différentes salles, là vous avez un plan ou pas? On a des projets d'équipement en Atmos également. D'accord. Oui. Mais c'est vrai que l'association des deux, ce qui fait laser ultra, est quelque chose qui nous est très cher. Ok. D'autres questions? Monsieur? Je voulais savoir si pour Barco, vous étiez une belle vitrine marketing en France. Je repasse la parole à ma collègue Inge. Apparemment, oui. Non, naturellement, oui. Vous devez savoir que Barco et Kinepolis a une alliance stratégique
Je viens de le dire, Barco, voilà. De toute façon, on avait le Barco Escape qui était à Anvers et à Bruxelles avec une première européenne et maintenant de nouveau ici à France la première de Barco Laser. C'est vrai qu'on est en train de travailler ensemble depuis le début du cinéma numérique. Oui, c'est ça, tout à fait. Je peux dire que dans toutes les salles de Kinépolis, il y a de la projection Barco. Ça commençait peut-être 12 ans déjà, enfin, depuis quelques années. Et Kinépolis est vraiment un pionnier en concernant la technologie. Ils font beaucoup de choses, ils prennent des risques ensemble avec nous. Ça, je dois dire, comme on vient de dire, c'est la première fois laser commercial. Peut-être qu'ils vont avoir de temps en temps des obstacles, mais on sera là ensemble pour les résoudre. Alors oui, Kinépolis est un partenaire stratégique pour nous. Non, en Amérique, on a déjà Santikos, en Irlande, en Hollande, il y a aussi des gens des cinémas qui vont en acheter. Maintenant, il y a Ciné Asia à Hong Kong, et là, il y a des cinémas chinois qui ont aussi commandé. Je crois qu'au total, on aura 19 installations vers le Q1 2015. Je ne saurais pas vous dire, je crois que de Kinépolis, de toute façon, non, apparemment non. Nos collègues sont en train de nous regarder ce qui se passe. Et ma foi, j'espère que d'autres projecteurs laser seront achetés par des concurrents, comme ça ils seront moins chers. Je vous propose qu'on se retrouve à l'étage pour partager un verre. Et je vous remercie de votre attention. Merci à vous tous. Voilà pour cette conférence de presse. Il est intéressant de noter qu'à cette époque-là, on ne parlait pas encore de HDR et que bien sûr le discours a évolué depuis, puisque entre le CES et l'IFA de Berlin, il y a eu pas mal d'évolutions sur le sujet et la fameuse normalisation de l'UHD Blu-ray et de l'HDMI 2.0A. C'est des questions qu'on aurait pu poser à cette époque-là, mais bon, effectivement, c'était pas vraiment le sujet de l'époque, bien que je ne doute pas que ce type de projecteur puisse encaisser les normes HDR. Voilà les amis, c'était HCFR le podcast Tech. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, normalement en janvier, après le CES, où nous espérons que nous aurons plus d'informations sur le DTSX et le DTS Neuralix, donc le packaging qui va ensemble et qui se fait un petit peu attendre. Et puis on reviendra aussi sur le BD-ROT, puisque Xav83 suit toujours le sujet avec passion et que malheureusement on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, malheureusement. Voilà. Donc on parlera de ces évolutions le mois prochain. Au nom de toute l'équipe d'HCFR le podcast Tech, je vous remercie de nous avoir écoutés, je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous donne rendez-vous en janvier. Merci, ciao. À toi, l'homme viril, qui tente de dissimuler cette petite larme. Toi, qui n'as pas compris la blague. Et toi, la seule à trouver que c'est drôle. Ou bien encore toi, qui attends l'explosion pour ouvrir ton paquet de chips. Oh, merci au fait. Toi qui t'accroches à ton petit copain. Toi qui as oublié d'enlever tes lunettes 3D pour aller aux toilettes. Ou toi qui n'as rien compris à la fin. C'est un homme ou une femme ? Vous, acteurs d'un soir. Vous, les amoureux. Vous, les moins amoureux. Les gars qui se sont trompés de salle. Les courageux. Les passionnés. Les commentateurs. Ah oui, je t'avais dit que c'était lui. Les impatients. Les gourmands. Et puis vous, qui aimez les génériques jusqu'au bout. Merci de partager ces moments d'émotion avec nous.